Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du Jour de la Terre, le 22 avril. Alors, aujourd'hui, nous voulons mettre de l'avant les actions que nous pourrons entreprendre pour prendre soin de notre belle planète. Alors, des actions plus que des idées. Alors, pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Catherine Lefebvre en collaboration avec notre partenaire Rachel Berry. Alors, Catherine, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est nutritionniste. Elle est aussi co-animatrice d'un balado sur Radio-Canada, le balado audio, et qui s'intitule « On s'appelle et on déjeune ». Alors oui, ça va nous arriver bientôt là, de pouvoir s'appeler et déjeuner ensemble. Alors, Catherine, elle est aussi animatrice d'une web-série que met de l'avant Québec Bio pour faire connaître le bio au Québec. Alors, ça s'appelle Beau, Bon, Bio. Alors, et dans cette web série-là, c'est pour prendre conscience que nous, lorsqu'on veut bien manger bio, mais c'est toute une chaîne qui se déploie. Alors, à partir du producteur, que ce soit le producteur de semences, d'aliments, ensuite, il y a les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, il faut que ça se rende jusqu'aux détaillants. Alors voilà, c'est toute une chaîne de gens engagés pour permettre à nous, citoyens, de choisir des aliments biologiques, ce qui est très, très important. Alors aujourd'hui, Catherine va nous donner des façons d'y arriver, d'intégrer des actions dans notre quotidien pour que ça fasse une différence en bout de ligne. Bienvenue, Catherine. Merci beaucoup, Renée. Merci de l'invitation. Merci à Rachel Berry de collaborer avec moi pour cette belle conférence. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Ça fait plusieurs années que je collabore, que je suis présente à l'Expo Manger Santé et que j'y vais comme visiteur. J'y allais depuis vraiment, je pense, les tout débuts avec ma mère. On était des grandes adeptes là, de l'Expo Manger Santé depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, oui, je voulais profiter de l'occasion pour célébrer le Jour de la Terre, finalement, puis de dire, bien, comment on peut faire, nous, comme consommateurs, comme mangeurs, mangeuses, pour poser des gestes concrets quand on se nourrit, donc quand on achète. Puis comme René le disait si bien, c'est vrai que les gestes qu'on pose, ça va bien au-delà de ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas à l'épicerie ou au marché. Évidemment, il y a toute une chaîne de producteurs, de transformateurs, de distributeurs qui font en sorte que notre système alimentaire peut fonctionner très bien ou moins bien. Donc, on va voir ensemble comment on peut trouver des façons. Quand je disais à sa façon dans le titre de la conférence, pour moi, c'est bien important de justement être conscient de ce qu'on peut faire, mais l'adapter à sa réalité. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Des fois, c'est plus facile d'adopter certaines habitudes que d'autres. Puis je pense que l'important, c'est pas de se fixer l'objectif d'être parfait, mais bien de dire, ben qu'est-ce que je peux faire de plus, puis qu'est-ce qui est envisageable là, dans mon quotidien. Puis après ça, ben la prochaine étape, elle va être moins difficile à accomplir parce qu'on y va à son rythme, petit pas par petit pas, au lieu de se faire une longue liste de gestes puis tout faire en même temps. Là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'aime mieux y aller lentement, mais sûrement, puis que ce soit des habitudes qui restent puis qu'on adopte de façon durable. C'est très bien. Est-ce que tu as... Parce que c'est certain que nous, ce qu'on fait chez soi, ça compte. Oui. Parce que, justement, on va influencer nos enfants, nos parents, nos amis, qui nous écouteront un jour. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui voyage, hein, les actes que l'on fait. Oui, c'est ça. Puis je pense que comme consommateur, on a vraiment le fameux livre de Laure Varidel, Acheter, c'est voter. Je pense que ça dit tout. Puis c'est vrai que quand on choisit d'acheter certains aliments, d'encourager certaines entreprises plutôt que d'autres, ça a un poids, ça joue énormément. Je pense que ensemble, peut-être que des fois, on se sent impuissant, mais on a le pouvoir du nombre. Donc, ensemble, collectivement,
on peut crier très, très fort ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. En même temps, ce que ça fait, c'est sûr que les plus grands changements vont souvent avoir lieu quand on quand on met en place des politiques, des choses à plus haut niveau, disons, qui vont faire en sorte que l'offre alimentaire est améliorée, que les choix durables sont plus faciles à faire. Ça passe beaucoup par les politiques, ça passe beaucoup par qu'est-ce qu'on nous offre, que ce soit en magasin ou qu'est-ce qu'il y a à portée de main. Il faut faire bouger les politiques. Exactement. Fait que je pense que ça joue des deux côtés. Les citoyens, parce que c'est très rare que le politique va nous apporter une loi qui nous mène vers l'avant. Non, ce sont les citoyens qui exigent que, par exemple, la récupération soit mieux faite, parce que là, oui, on récupère, mais il y a beaucoup de progrès à faire encore là. Alors ça, ce n'est qu'un exemple, mais il faut vraiment, en tant que citoyen, s'investir pour qu'un jour, justement, les lois, l'éducation soit là aussi. On aimerait beaucoup intégrer dans les programmes d'éducation à l'école plein de notions par rapport à la santé, par rapport à la pérennité de la planète. Mais ça... Oui, puis ça, c'est sûr que, tu sais, on pourrait prendre l'exemple du jardin, là, tu sais, je pense pas qu'il y a un meilleur outil éducatif que d'avoir un jardin dans une école pour, oui, apprendre que, la tomate, elle vient pas de l'épicerie, là, mais aussi du travail que ça prend, du travail des agriculteurs. Ça pousse pas toute seule une tomate. Moi, j'ai pas le pouce vert, hein, donc pour moi, c'est pas inné. Je travaille, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans mes semis pour réussir à avoir des tomates. Donc, je suis hyper reconnaissante envers les agriculteurs. Mais c'est des exercices qu'on peut faire, effectivement, qui vont nous sensibiliser. Et oui, ça part beaucoup. Je pense que les grands mouvements, les grands changements, en ce moment, on en parle beaucoup de l'environnement et c'est tant mieux. Et c'est beaucoup partie du discours citoyen puis des gestes citoyens qui mettent en place. Et ensuite, là, finalement, il y a des organismes, il y a des associations qui se créent. Il y a aussi maintenant dans les écoles, il y en a là, certaines écoles qui peuvent faire des jardins, etc. Il y a de l'évolution. Oui, absolument. Mais il faut que ce soit là, très rapide parce que je regardais le décompte tantôt avant que ta conférence débute. Et souvent, on ressent ça quand nous sommes sur la planète comme dans un décompte. Oui. Il faut vraiment agir. Alors, c'est pour ça qu'on a très hâte de t'écouter. Alors, donc, je voulais commencer par la base, en fait, parce que oui, on parle d'alimentation. Moi, c'est sûr que c'est ma spécialité, les aliments. Mais encore une fois, quand on regarde notre assiette, il faut se rappeler d'où viennent les aliments. Et tout part de la terre. Puis là, on en parle de plus en plus de la santé des sols, de la régénération des sols même. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on soit rendu là, qu'on se préoccupe de la santé des sols parce qu'évidemment, on ne peut pas juste, en tout cas, moi, je suis la première à savoir parce que j'ai du mal à faire pousser les choses, mais on ne peut pas juste s'attendre à planter, semer des graines et que ça pousse et que ça n'ait aucun impact sur, justement, les éléments qui sont non-vivants. Donc, je dis non-vivant, le sol, c'est assez vivant, là, mais l'eau, par exemple, ou l'air. Mais le sol, c'est un écosystème en soi. Donc, si on veut partir avec des aliments produits de façon durable, il faut partir d'un sol en santé pour sa pérennité. Donc là, on voit avec l'agriculture biologique, avec tout ce qui est agroécologie, le mouvement là, qui est très au niveau de l'agriculture régénératrice, c'est très intéressant parce qu'on va au-delà du rendement ou de dire que moi, je vais faire pousser des tomates, puis ça m'en prend tant pour être rentable. Tu sais. Et là, on est vraiment dans une production agricole, alors que quand on regarde les principes de l'agroécologie puis de l'agriculture régénératrice, là, on pense beaucoup plus globalement. Puis moi, c'est vraiment ma vision de l'alimentation. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas que l'alimentation, la qualité de l'alimentation se résume aux vitamines et minéraux qu'on a dans notre assiette ou aux protéines ou peu importe c'est quoi. Là. Tu sais, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis je pense qu'il faut toujours tenir en compte que chaque élément est important. Puis si on ne tient pas compte d'un de ces éléments-là, inévitablement, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre. Puis c'est un peu ce qu'on voit en ce moment au niveau de plusieurs systèmes alimentaires dans le monde, mais aussi ici,
on fait face à certains obstacles là, à certains niveaux, là, particulièrement par rapport à la santé des sols. Prochaine diapo. Justement, par rapport au système alimentaire, moi, j'étais super contente d'apprendre que 2021 est l'année des fruits et légumes. C'est l'ONU qui a déterminé ça. Donc, moi, ça me réjouit beaucoup parce que, encore une fois, on parlait de politique et des instances gouvernementales, donc beaucoup plus haut que nous, disons, qui vont finalement mettre en place des politiques et des façons de rendre les fruits et légumes ou les aliments biologiques plus accessibles pour tout le monde. Et là, quand l'ONU s'en mêle, bien, ça fait que là, il y a des gouvernements qui s'assoient à la même table et qui discutent, qui se fixent des objectifs. Pourquoi? Parce que les citoyens, parce que les consommateurs ont milité, limite, ont posé des gestes, ont demandé des systèmes alimentaires plus durables. Et là, ça fait en sorte que bien, les décideurs ou les gouvernements se rassemblent dans l'objectif de, bien oui, repenser la manière dont on produit les aliments, examiner tous les systèmes alimentaires pour faire en sorte que ce soit plus durable dans le temps et s'engager à édifier un monde plus sain et durable. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, là, il y a quelque chose qui s'est passé là, parce que on n'est plus une petite gang là, à se parler d'environnement puis d'alimentation durable. C'est assez important, ça fait assez de bruit pour alerter les gouvernements, alerter les institutions internationales pour dire, OK, bien là, on peut pas en parler. Là. Il faut vraiment mettre ça sur la table, mettre ça en haut de la liste dans les priorités. Et donc, moi, ça me réjouit beaucoup de voir ça. Puis peut-être que nous, comme consommateurs, on se dit, mais qu'est-ce que ça change, moi, dans mon quotidien, que l'ONU dise que c'est l'année des fruits et légumes? Est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande variété de fruits et légumes locaux sur les tablettes? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi? Bien, en fait, pour nous, concrètement, peut-être que ça ne change pas grand-chose, mais il faut savoir que les organismes, pas gouvernementales, là, vraiment les organismes qui veillent à ce qu'il y ait une plus grande offre de fruits et légumes frais pour tous, bien, eux, ça leur permet d'avoir tout un levier. Et quand ils présentent un projet ou quand ils vont voir leur municipalité ou le gouvernement, bien, de dire, bien, you, tu sais, moi, mon projet, là, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux m'assurer que les fruits et légumes soient accessibles à tout le monde. Et par le fait même, l'ONU dit que c'est important. Donc, ça leur donne vraiment un levier. Et à ce moment-là, bien, ça peut avoir des répercussions positives pour nous, consommateurs. Et même, ça peut être une action familiale, parce que la majorité des familles au Québec peuvent allègrement ajouter plus de légumes sur leur table, plus de légumes dans les collations des enfants, plus de fruits frais le matin. Alors ça, il paraît que, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais un fort pourcentage de familles au Québec qui peuvent bonifier leur offre de légumes dans leur maison. Ah ben oui, ça c'est sûr. Puis ça, c'est un bon point, le côté comme bonifier ou ajouter. Tu sais, moi, je préfère jouer sur le positif, la découverte, l'ajout de fruits et légumes que de jouer sur les limites là, ou les restrictions, ces choses-là. Je trouve ça beaucoup plus fun aussi de se dire comme « Hey, je vais découvrir un nouveau légume ou je vais en rajouter dans ma recette, par exemple, que j'ai l'habitude de faire. Je vais juste en mettre plus, dans le fond. » Tu sais. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Prochaine diapo. Je pense que je suis dans le Eat Lancet. Oui, exactement. Donc, encore une fois, un genre de comité plus grand que nous, qui est d'experts dans différents domaines, que ce soit en santé alimentaire, en environnement, qui se sont assis pour déterminer, OK, comment on fait pour améliorer, pour faire en sorte que l'alimentation soit autant bonne pour les humains au niveau de la santé humaine, physique, et pour l'environnement. Parce qu'on ne peut pas donner des recommandations de santé quand ça ne colle pas avec l'alimentation durable. À un moment donné, ça n'a pas de sens, encore une fois, d'avoir cette espèce de vision très vase clos par rapport à la santé physique, par exemple.
sans s'intéresser à l'impact environnemental que ça peut avoir. Donc, ces experts-là se sont rencontrés, c'est en 2018, et pour établir des objectifs à moyen terme, parce que 2050, c'est quand même pas si loin que ça. Donc, objectif d'ici 2050, de doubler la consommation mondiale de fruits et légumes, de noix et de légumineuses, de réduire de moitié la consommation de viande rouge et de sucre et de miser surtout sur des aliments à base de plantes. Donc, encore une fois, dans le positif, bon, au lieu de se dire, bon, je dois réduire ma consommation de viande rouge, bien, en consommant plus de légumineuses et de noix, ça va comme se faire naturellement. T'sais, on n'a pas besoin de dire à notre cerveau qu'on se restreint. On peut juste dire comme « Hey, j'essaie des nouvelles recettes avec des légumineuses, j'essaie des nouvelles recettes avec du tofu, ces choses-là. » Donc, ça va se faire naturellement. Fait que pour moi, encore une fois, c'est comme une façon de jouer un peu avec notre cerveau là, pour que ça soit le fun, que ça ne soit pas restrictif, quoi que ce soit. Donc ça, Eat Lancet, c'est quand même un gros, encore une fois, c'est un pilier de plus. C'est un gros rapport, là. C'est des experts de partout dans le monde. Ils viennent de 16 pays différents. Donc, ça donne une vision vraiment large de l'alimentation parce qu'évidemment, les enjeux de production alimentaire ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Et là, ça permet d'avoir la réalité d'un peu tout le monde tout en se fixant des objectifs communs. Et là, les deux images que j'ai sur la diapo, c'est l'image à gauche, ça représente globalement la proportion des aliments dans l'assiette moyenne. Donc, évidemment, quand on regarde la viande rouge, ben, on comprend pourquoi on nous recommande d'en consommer moins. Il y a comme un déséquilibre quelque part. Donc, encore une fois, on ne dit pas vous devez éliminer la viande de votre alimentation, mais manifestement, en fonction des recommandations qu'on voit dans l'image de droite, eh bien là, la viande rouge, ça n'a juste pas de sens. C'est complètement déséquilibré. Pourtant, ben, les légumineuses, pas tant. Hein, on a de la place en masse là, pour les légumineuses. On peut en mettre pas mal plus dans notre assiette comparativement à la viande rouge ou aux autres produits animaux. Donc, moi, encore une fois, je trouve ça intéressant de le voir en proportion comme ça, parce qu'on est moins comme dans les produits ou les aliments spécifiques, puis c'est plus de dire comme, OK, c'est juste un petit peu déséquilibré, là, cette affaire-là, fait qu'il faut juste revoir. Des fois, nos choix alimentaires peuvent être quand même très bien, mais il faut juste changer un petit peu leur place dans l'assiette, puis on n'apprend rien, mais les fruits et légumes, ils sont toujours les bienvenus. Là. On peut toujours en rajouter. Là. C'est presque le début de chaque recette. Où, quand on pense à notre assiette, puis notre assiette n'est pas toujours composée d'une moitié de légumes comme si on mangeait une salade avec un quinoa puis du tofu. Là. Mais quand on regarde dans l'ensemble, les légumes ne sont pas toujours les plus présents dans l'assiette. Fait que c'est vraiment juste de revoir la proportion de chaque groupe d'aliments dans notre assiette, puis ça va nous aider justement à atteindre les objectifs des recommandations de la commission Eat Lancet. Prochaine diapo. Alors aussi, bon, puisqu'on est le Jour de la Terre, je voulais aller voir c'est quoi parce que l'Organisation du Jour de la Terre nous donne beaucoup de conseils, de petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Puis puisqu'on est en mode action aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais aller voir le Jour de la Terre, qu'est-ce qu'ils nous recommandent au niveau de l'assiette? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact environnemental de notre consommation alimentaire? Donc, les grandes lignes, manger bio, local, en saison, réduire le gaspillage alimentaire, ça, je pense qu'on n'en parlera jamais assez, mais l'impact est tellement immense que je pense que c'est un enjeu important qu'on a tous, il faut prendre part à cet enjeu-là là, parce que c'est assez phénoménal, le gaspillage alimentaire. Puis, c'est pas juste au niveau du consommateur, encore une fois, c'est vraiment dans toute la chaîne alimentaire. Et manger végé. Donc, pour chaque point, comme je disais, prendre soin de la planète à sa façon. Est-ce qu'on est capable, tout le monde, de manger bio local en saison sans gaspiller, manger végé tout le temps? Est-ce que c'est réaliste? Je pense pas. On fait notre possible.
si on fait tout ça, c'est merveilleux, tant mieux. Mais je pense, encore une fois, qu'on peut se dire, ben si pour nous, cette liste-là, par exemple, ça représente une montagne inimaginable, là, ça représente presque un stress, ben on est mieux de revoir un peu nos objectifs puis se dire, OK, qu'est-ce qui est possible pour moi? Par exemple, je vais vous donner des exemples de choses que je ne fais pas, juste pour rendre ça un petit peu plus réaliste. Puis vous allez trouver ça drôle, là, sans doute, mais si vous écoutez On s'appelle, on déjeune, vous le savez peut-être sûrement déjà, là, mais en tout cas. Donc, par rapport à la réduction du gaspillage alimentaire, ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Je fais presque de l'éco-anxiété avec le gaspillage alimentaire, mais bon, c'est très important pour moi de ne pas gaspiller. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Je peux garder là, des petits pots avec 4 bouchées de pâtes qui me restent, là, puis je ne veux pas le jeter. Je composte, je fais mes bouillons avec des retailles de légumes. Vraiment, là, je me donne là, pour le gaspillage alimentaire. Mais c'est pas vrai que je vais faire du pesto avec mes fans de carottes. J'aime pas les fans de carottes. Ça, je le dis d'emblée. J'ai essayé, j'ai vraiment tout donné, là. J'ai essayé toutes les interprétations possibles. À moins de mettre une fan pour une montagne de basilic, c'est vraiment, pour moi, là, j'aime pas le goût, je trouve que ça gâche ma recette, je trouve ça bien compliqué. Mais, quand on a reçu ma bonne amie Florence Léa Siri du blog Chic Frigo Sans Fric à notre balado, elle m'a dit, tu sais, Catherine, c'est important de respecter tes limites. Si tu n'aimes pas ça, les fans de carottes, c'est pas grave, tu peux toujours les mettre dans ton compost. Puis là, elle donnait des exemples d'elle d'aliments qu'elle n'aime pas manger ou que, tu sais, elle n'a pas envie de cuisiner ses pleurs de bananes, mettons, tu sais. Fait que elle, c'est ça sa limite. Fait que, parfait, c'est correct d'avoir des limites, mais il y a toujours une solution de rechange intéressante, c'est-à-dire le compost dans mon cas. Mais puis à ce niveau-là, tu sais, par exemple, manger en saison, ben, c'est extraordinaire, manger en saison. Puis encore une fois, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire en sorte que c'est vraiment une découverte. Plutôt que de dire, ah, je ne peux pas manger des fraises en janvier, ben c'est pas grave, parce que c'est bien plus fun d'attendre puis de manger des fraises à la fin juin quand elles sont hyper mûres, puis qu'il y a comme, en tout cas, tu sais, moi, c'est vraiment symbolique, les fraises, parce que c'est vraiment un événement dans ma jeunesse, là. Mais ma collègue Julie Aubé, avec son livre Manger local, a bien expliqué ce phénomène-là de dire comme « Hey, c'est tellement le fun d'attendre un peu, tu sais, parce que quand ça revient, c'est vraiment, vraiment le fun. » Tu sais, quand c'est le temps, quand les tomates finissent par être mûres sur nos plants de tomates, des choses comme ça, c'est toujours un peu une fête. Après, est-ce que ça veut dire qu'on élimine les aliments importés, par exemple? Ben, tu sais, moi, j'aime ça le café, mais je vais continuer à boire du café quand même. J'adore le citron. Est-ce que je vais arrêter de manger du citron? Oui, c'est vrai que j'utilise d'autres ingrédients pour ajouter de l'acidité parce que des fois, c'est juste ça qu'on a besoin. Puis, on n'a pas besoin de mettre du citron partout. Il y a plein d'autres ingrédients qui peuvent ajouter de l'acidité dans une recette, par exemple. On peut penser aux petits fruits du Québec, la canneberge déjà, le vinaigre de cidre, le verjus, le vinaigre de cidre de pomme, exactement. Julie m'a fait découvrir le verjus que j'ai quand même utilisé dans plusieurs recettes, puis ça fonctionne très bien. Mais quand on a envie du goût du citron, ben c'est autre chose. Mais encore une fois, c'est vraiment de jouer avec ça puis de se respecter. Ici, par exemple, dans notre culture, ben, on cuisine, je ne sais pas, justement, on cuisine avec le citron. Ben, ça va être difficile de remplacer le citron dans une recette qui goûte vraiment le citron puis qui a toujours été préparée avec du citron. Donc, il y a des petits aliments comme ça que je me dis, ben, on ne va pas nécessairement éliminer tous les aliments hors saison ou tous les aliments importés, mais est-ce que je peux ajouter des aliments en saison, ajouter des aliments du Québec plus souvent? Puis en ce moment, en fait, je trouve ça super le fun parce que je rencontre des agriculteurs qui font pousser plein de légumes d'autres origines. Tu sais, ils réussissent à faire pousser, mais en tout cas, il y a bien des légumes qu'on considère comme québécois qui ne sont pas originaires du Québec, on s'entend, mais vraiment des légumes un petit peu plus exotiques qu'on n'avait pas l'habitude de faire
poussés au Québec, que ce soit des légumes d'origine asiatique, antillaise, africaine, sud-américain. C'est vraiment extraordinaire de voir ça, puis de dire comme, ah, ben je peux avoir de l'okra du Québec qui a poussé dans les cantons de l'Est, ou je peux avoir de la menthe péruvienne qui pousse à l'île Bizarre. Fait que ça, c'est vraiment trippant de voir qu'il y a plein de produits de légumes qui vont devenir des produits locaux, qui vont être beaucoup plus accessibles. On peut penser au gingembre du Québec, ça, c'est assez extraordinaire de maintenant pouvoir avoir du gingembre du Québec. Donc, c'est ça. Donc, avec les recommandations de dire, bien, si on veut manger mieux pour la planète, oui, c'est sûr qu'on peut se tourner vers l'alimentation biologique, locale, en saison, réduire le plus possible le gaspillage alimentaire et manger davantage végé. Réduire le gaspillage. En saison, oui. Le bio est moins dispendieux parce que ben oui. Réponse que les gens pauvres à petit budget ne peuvent pas acheter d'aliments bio car ils sont toujours plus dispendieux. En saison, ils sont plus abordables dans les petits marchés urbains, des choses comme ça. Là. Oui, ben, c'est ça. En fait, ça va dans ce sens-là, l'idée de dire, ben, on ne peut pas être parfait. Là. L'objectif, c'est de ne pas être parfait. Je le disais sur ma page Facebook, bienvenue dans le club des imparfaits. Moi, je suis imparfaite. Là. Il y a toujours des concessions à faire. Il y a toujours des concessions. Oui, puis en fait, par rapport à l'alimentation biologique, c'est vrai que, ben, c'est un bon point, René. C'est vrai que hors saison, tout est plus cher de toute façon. Là, on peut acheter du chou-fleur pas bio l'hiver, il va être très cher. Mais c'est important de reconnaître le privilège de dire, ben, moi, je peux acheter des produits biologiques et faire en sorte que ben, peut-être que ça va démocratiser cette filière-là puis que les aliments biologiques vont être plus accessibles parce que logiquement, ce serait intéressant que ce soit les aliments biologiques qui contribuent à l'alimentation durable qui soient les plus accessibles aussi. Oui. Donc ça, c'est un grand souhait collectif qu'on peut avoir. Entre-temps, c'est vrai qu'en été, en saison, si on pense aux fermiers de famille, les paniers bio, là, les légumes, en tout cas, moi, l'été, j'en ai là, des légumes, là, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas combien ça me coûterait acheter ça à l'épicerie, mais j'ai comme l'impression que ça me coûte vraiment moins cher. Oui, parce qu'on enlève des intermédiaires, on achète directement du producteur, donc on encourage le producteur qui est un peu mieux payé, j'imagine, mais ça devient plus accessible. Oui, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de... Puis ça peut être jumelé, encore une fois, quelque chose de très positif quand on va dans des marchés fermiers ou visiter des fermes. En saison, on peut avoir vraiment des légumes, des fruits très abordables. Puis le réseau des fermiers de famille, là, ça a tellement pris de l'ampleur, c'est tellement intéressant comme réseau que même... Chez Rachel Berry, ils ont maintenant des comptoirs ils ont fait des associations avec des fermiers, puis ils ont un étal complet, là, puis c'est les produits de la ferme. De telle ferme. Oui, exactement. Ils collaborent avec 4 fermes du réseau pendant l'été. Tu sais, toute la saison des paniers bio, dans le fond. Là. Oui, on l'a vu dans leur annonce publicitaire à la télé. Là. Oui. Ils remerciaient, mettons, tel producteur, tel producteur. Alors, c'est ça, c'est le lien qu'un détaillant peut faire avec ses producteurs. Oui. Là, toute cette chaîne devient beaucoup plus vivante, plus intéressante quand on connaît les gens. Ben oui, puis après ça, c'est parce qu'on a l'impression on achète les tomates de Jocelyne, tu sais, c'est pas les tomates tu sais, d'une grande entreprise. D'Argentine. C'est ça, oui, exactement. Tu sais, là, on veut encourager les gens d'ici, là, ça, c'est normal. On a comme un sentiment d'appartenance. Puis c'est bien ça, c'est bien de se rapprocher des producteurs. Il y a 2 commentaires ici. Il y en a un qui dit le gaspillage d'une partie de légumes, c'est rien comparé au gaspillage de la viande, bien sûr. Gaspillage, oui, puis aussi le gaspillage dans les champs. Tu sais, parce que quand on ben, ça va des 2 bords, hein, parce que nous, consommateurs, si on veut toujours des pommes parfaites, ben, ça fait en sorte qu'au champ, ils laissent bien des pommes dans les arbres ou par terre parce qu'ils veulent répondre à la demande. Donc, ça, il faut
faut créer une demande pour les légumes imparfaits. Imparfait, oui. Ça se développe, ça aussi. Exactement. Mais il y a aussi le problème de la main-d'œuvre, parce que le producteur, c'est sûr qu'il a avantage aussi à transformer une partie de sa récolte au lieu de la perdre. Alors, transformer en, je sais pas, en confiture. Ben, comme un peu comme Guillaume Quentin fait là, avec la transformerie. Oui. Donc, il récupère, lui, des fruits et légumes. Ça aussi, ça va se développer là, dans les années à venir pour absolument. diminuer le gaspillage alimentaire. Ah, moi, une situation, il faut innover. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas gaspiller? Alors, on change nos habitudes, mais il y aura toujours du gaspillage. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, ben, il va y avoir une deuxième vie à ces... Absolument. Moi, j'y crois beaucoup à l'économie circulaire. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Là. Et là, hier, aujourd'hui, là, le Canada disait qu'il voulait descendre de 45, diminuer de 45 les gaz à effet de serre. Oui. Ça, c'est une parole. Ensuite, pour que ça devienne une action, que ça devienne réel, c'est certain qu'ils vont se diriger beaucoup vers les transports, mais il ne faudrait pas qu'ils oublient l'alimentation. Et de dire aux gens que dans les écoles, maintenant, pourquoi pas faire systématiquement, mettons, tel jour sans viande, donner des indications aussi aux jeunes, pourquoi qu'aujourd'hui on mange telle légumineuse ou du tofu, pourquoi on mange du tofu aujourd'hui. Et parce que le soya pousse très bien ici, alors c'est intéressant. Absolument. Enfin, toutes sortes d'initiatives qui, j'espère, seront concrétisées. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, je pense que souvent, ça part des gestes des individus qui font ce qu'ils peuvent à leur façon, selon leur réalité. Mais inévitablement, ça crée une discussion comme on a aujourd'hui, une discussion qui résonne aussi bien au-delà de nos conversations qu'on peut avoir maintenant ou qu'on peut avoir entre amis ou entre collègues. Puis à un moment donné, ça fait du bruit, puis ça fait écho aussi dans les institutions, dans les gouvernements, puis là, ben, ils sentent la pression là, d'une certaine façon. Et on l'entend quand même, je trouve, de plus en plus dans le discours, puis on peut dire, bah, c'est des paroles de politiciens, puis ça mène à rien. Mais moi, quand j'entends ces discussions-là au niveau politique, je me dis, on a quand même parlé assez fort au point de se faire entendre, puis de finalement voir toute la jeunesse aussi, là. Tous les jeunes qui manifestent contre les changements climatiques, tout ça, ce sont des jeunes qui, la plupart, ne consomment pas de viande. Alors, c'est certain qu'ils ont un poids aussi, là. Des produits végés, des produits véganes, il y en a de plus en plus. Chaque entreprise, je pense, fait une gamme végé. Absolument. Alors, ça, c'est fantastique. Et la jeunesse est très, très active pour exiger des choses par rapport à la qualité. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a un statu quo qui est comme pas... ils veulent pas s'arrêter au statu quo. Là. Puis c'est inspirant, là, ça. Là. C'est sûr qu'ils sont très dans l'action. Ils sont très inspirants. Il y a quelqu'un qui donne une petite idée pour tes fans de carottes parce qu'on aimerait ça. Les fans. On aimerait ça, Catherine, que tu aimes les fans de carottes. OK. Aidez-moi! Que, de temps en temps, elle les incorpore un peu dans ses herbes salées. OK. Ensuite, tu peux de temps en temps en prendre une ou deux, les faire sauter avec d'autres légumes. Tu peux les mettre dans un smoothie. Et à la longue, tu vas te mettre à aimer les fans de carottes. C'est vrai? OK. Hey, je vais vous en redonner des nouvelles parce que, que c'était pas un franc succès. Mais c'est parce qu'il faut qu'on en mette un petit peu. Il faut que je prenne une carotte avec ses fans. Parce que ma maraîchère, elle me donne tout le temps plein de fans. En tout cas, je vous en redonne des nouvelles. Elle donne aussi à ton compost, mais tu essaies d'en garder pour te mettre à aimer ça éventuellement. J'en mets dans mes bouillons. J'ai récupéré dans mes bouillons. C'est le conseil de Francine Poirier. Merci, Francine. Et voilà, fait que je pense que tu as répondu à d'autres questions. On disait la viande rouge doit être diminuée, mais les poissons aussi sont en péril. Ah ben oui, ça, oui, c'est sûr. Mais ça, là, c'est tellement un sujet important. Puis ça, il y a eu le documentaire Seaspiracy dernièrement sur Netflix. C'est très choquant. Après, il y a certains passages que peut-être qui auraient pu être mieux ficelés, nuancés. Mais c'est des discussions qui sont importantes à avoir définitivement. Puis, tu sais, en ce moment, on commence enfin à parler des produits marins du Saint-Laurent. Puis,
qu'on exporte partout, puis nous, on importe du cheap, là, en gros. C'est un peu ça qu'on fait. Fait que c'est quand même assez préoccupant de ne pas se poser plus de questions par rapport à la pêche en général, parce qu'encore une fois, si on importe, on ne sera jamais en contact avec les produits qu'on consomme. Les fruits et légumes, ben, même si les fruits et légumes ne sont pas tous québécois à l'épicerie, on en fait pousser des légumes pas trop loin de chez nous. On peut aller visiter des fermes. On connaît peut-être des agriculteurs, peut-être qu'on va faire de l'autocueillette une fois de temps en temps. On peut avoir cette proximité-là. On peut avoir une proximité avec l'élevage aussi, mais la pêche, c'est comme un peu le néant. Peut-être qu'on va à la pêche une fois de temps en temps, là, mais ça n'a rien à voir avec la pêche commerciale. Puis fait qu'on a comme cette distance-là avec la pêche là, qui fait qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis on achète un peu comme les yeux fermés. Puis c'est sûr que c'est quand même assez préoccupant quand on sait que en tout cas, ceux qui mangent du poisson, là, parce que je n'en mange pas depuis des décennies, là, mais ceux qui en mangent commencent de plus en plus à demander la provenance. Oui, absolument. Ça va. Enfin. Et voilà. Mais si on veut vraiment prendre soin de la planète, peut-être que pour quelques centaines d'années, il faudrait diminuer beaucoup, beaucoup la consommation. Ah, ben oui, absolument. Et aussi interdire ces méthodes de pêche qui sont tout à fait assassines. Il faudrait les interdire internationalement. Oui, puis en fait... Moi, je ne comprends pas qu'on les accepte. Oui, mais ça c'est une chose que j'ai quand même apprécié du documentaire Seaspiracy, c'était que de montrer ces bateaux-là un peu. En plus, c'est difficile à contrôler. Tu es au milieu de l'océan. C'est qui Il n'y a pas de surveillance. À un moment donné, ça devient impossible de... Bon, peut-être qu'il y a des genres de satellites, comme genre de drone, là, quelque chose, là, mais c'est impossible presque, à vérifier, Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est un peu la jungle, là. Il y a des gens qui sont intéressés ici à savoir depuis combien de temps, toi, tu es très sensibilisée? Est-ce que tu étais jeune? Ah! Mais Renée, tu connais ma mère? Mais ma mère, là, elle faisait partie du MAB, Mouvement pour je faisais partie c'est ça. C'est le Mouvement pour une agriculture biologique, c'est ça? Mouvement pour l'agriculture biologique qui est devenu Québec vrai, qui est devenu un certificateur. La certification, OK. Oui. Donc, moi, ma mère, elle faisait partie de ce mouvement-là quand j'étais jeune. Nos activités l'été, là, c'était d'aller visiter les jardins de Yves Gagnon. Là. Oui, oui. Puis la clé des champs. Reportage. Oui, oui. Fait que, tu sais, moi, c'était ça ma vie, là. J'ai grandi dans cet environnement-là. C'est vraiment ma mère qui m'a... Elle ne m'a jamais parlé de ça, mais ça vient définitivement de ma mère, mon amour de la nutrition, puis la raison pour laquelle j'ai étudié en nutrition à l'université, c'est définitivement ma mère. Puis donc, ça fait très longtemps. Puis je racontais dans un des épisodes qu'on a fait sur la pêche, justement, que j'allais à la pêche avec mon père quand j'étais jeune et au chalet. Et à un moment donné, dans le lac, il a manqué de poissons. J'avais peut-être 8 ans. Puis je me suis... Puis il y avait des règles, là, il y avait quand même un nombre de poissons là, qu'on pouvait pêcher, qu'on respectait là, à la lettre. Puis, mais bon, il y avait d'autres chalets sur le lac. Puis à un moment donné, il n'y en avait plus de poissons dans le lac. Puis ça a été ma première conscientisation à 8 ans de dire comme « OK, c'est comme pas inépuisable, là, cette histoire-là. » Fait que très jeune, j'ai été sensibilisée à ça, mais je dirais que c'est quand même assez récent, dans mon travail professionnellement, de dire comme, OK, à chaque fois que je parle d'alimentation, je dois parler d'agriculture, m'entourer de gens qui connaissent mieux l'agriculture que moi, de parler de justice sociale, d'accès, la sécurité alimentaire, c'est pas accessible à tout le monde. Au Canada, c'est quand même plus qu'une famille sur 10 qui est en situation d'insécurité alimentaire. C'est pas rien, là. Fait qu'il faut en parler, il faut en tenir compte, puis il faut en parler aussi quand on se mobilise comme citoyen, de dire comme, ben oui, l'alimentation biologique et locale, on en veut plus,
mais on en veut pour tout le monde. Je pense qu'il faut travailler ensemble dans ce sens-là. Fait que tous ces enjeux-là se sont comme greffés ou accumulés au fil du temps de me dire comme OK, ben faut aussi que j'ai une vision d'ensemble quand je parle de l'alimentation. À chacun ses spécialités, mais je pense que ça fait juste en sorte que je m'entoure de plus en plus de gens qui ont leurs spécialités respectives, mais pour avoir la vision la plus éclairée, la mieux nuancée de l'alimentation. Oui, c'est très intéressant et très important aussi. Parce que c'est pour ça que lorsqu'on parle d'alimentation, que ce soit avec des amis ou dans un cours ou dans une conférence, ça touche tellement de notions. Ça touche le commerce équitable, ça touche, quand tu disais tantôt au début, la santé des sols, etc. Ça va loin. Notre assiette, c'est incroyable tout ce qui se passe en amont et ce qui se passe après aussi. Alors, oui, puis il y a différents acteurs là, dans cette chaîne-là. Puis je pense que cette conversation-là aussi est intéressante à avoir avec les producteurs, avec les transformateurs, avec les distributeurs. Ça va dans ce sens-là. Donc, je voulais juste donner des exemples d'entreprises que j'aime beaucoup, puis des entreprises qui emboîtent le pas. Là, je pense que Rachel Berry fait plein de choses. J'ai une petite vidéo bien belle fun à vous montrer après. Mais j'ai pris ces 3 exemples-là parce que je trouvais ça intéressant de voir que Prana Bio, par exemple, ont des graines de citrouille du Québec. Je trouve ça fou. Parce que ça fait longtemps que je suis comme, ben voyons, des citrouilles, on en fait pousser, ça se peut plus, on gagne des concours, puis c'est extraordinaire. Puis comment ça se fait que quand on achète des graines de citrouille, ben ils ne viennent pas du Canada, du moins. Comme ça, je ne comprenais pas, puis on me l'a expliqué il y a quelques années, mais quand même, je trouvais ça fou. Je trouvais ça fou qu'on n'ait pas facilement accès à des graines de citrouille du Québec ou du Canada. Gogo Quinoa, je trouve ça chouette parce que eux, ça fait super longtemps que je les connais, qu'on se parle de toutes sortes d'enjeux. Puis c'est comme mon lien avec la réalité de l'industrie. Parce que des fois, comme consommateur, on peut demander hey, ça serait le fun réduire l'emballage, par exemple, ou changer tels ingrédients dans une recette d'un produit, retirer des agents de conservation, par exemple, des choses comme ça. Puis quand on discute avec l'industrie, puis qu'ils nous expliquent un peu, ben qu'est-ce que ça change, c'est quoi le processus, des fois, on se rend compte comme, OK, ouais, soit c'est beaucoup de coûts, soit c'est difficile au niveau des opérations, soit c'est, bon, il y a quand même des enjeux qui sont, on peut comprendre. Mais là, Gogo Quinoa, j'étais contente parce qu'ils ont tout changé les emballages de leurs pâtes pour faire des emballages en carton recyclable plutôt que d'utiliser du plastique. Je trouvais ça quand même chouette de dire comme, OK, bien, nous, on est une entreprise, on veut faire partie de la solution. Est-ce qu'ils sont parfaits? Il n'y a personne de parfait, mais il y a quand même ce geste-là qui a été posé récemment. Je pense qu'ils viennent de sortir les boîtes d'ailleurs. Puis dans le cas de la milanaise, bien, encore une fois, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup leur farine pour faire mes pains. J'ai mis la farine Red Five parce que c'est une farine, la variété de céréales, elle est canadienne. Et je sais qu'ils s'approvisionnent beaucoup au Canada et au Québec pour leurs céréales. Puis ça, je trouve ça bien. Évidemment qu'il y a des produits importés, du riz. On n'en a pas ici à part le riz noir, là, sauvage. Mais en gros, la plupart des céréales qu'on achète, elles viennent d'ici. Donc ça, je trouve ça cool qu'il y a des entreprises comme ça qui font partie de la solution, qui permettent d'améliorer l'offre alimentaire qu'on retrouve en épicerie, qu'on retrouve de plus en plus aussi partout au Québec. Donc, c'est de plus en plus facile de s'approvisionner en produits locaux, bio, dans les marchés, supermarchés de toutes les régions au Québec. Fait que c'était juste un petit exemple. Et là aussi, je voulais vous montrer la vidéo parce qu'on vient de la sortir. En fait, vous êtes les premiers à la voir. Comme René l'a indiqué au début de la présentation, moi, j'anime la série Beau, bon, bio pour Québec Bio. Donc, j'ai le plaisir de rencontrer des producteurs, transformateurs, distributeurs du bio d'ici, puis de voir un peu comment ils font, eux, pour améliorer l'offre ou c'est quoi leur perception par rapport au changement, à quel point il y a plus de produits bio d'ici qui sont disponibles. Et la dernière vidéo que j'ai faite, c'est chez Rachel Berry. Et je voulais vous présenter la vidéo en primeur.
De plus en plus, les consommateurs veulent des produits locaux. Les clients en demandaient, fait qu'on a répondu à l'appel. Pour Québec Bio, je suis allée rendre visite à Dominique Albanese, directeur Rachel Berry à Montréal. Je m'appelle Catherine Lefebvre et j'ai le plaisir d'animer la série Beau, bon, bio. Si on se ramène un peu en arrière, il y a 35 ans, quelle était l'offre de produits bio? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le grand changement? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Même au Québec, on a beaucoup plus de personnes qui font des produits bio. On fait affaire avec des fournisseurs qui nous livrent directement. Donc ça, c'est comme le concept des fermiers de famille, si je comprends. C'est ça. OK. Fait qu'on promouvoit leurs produits, on consacre une table juste à leurs produits du Québec. Parlez-moi du lien de proximité avec la clientèle depuis toutes ces années-là. On voit des clients à tous les jours, les mêmes clients, on échange avec eux. On leur parle de produits que nous, on a essayés, qu'eux, ensuite, nous recommandent. Donc, les clients vous font découvrir de nouveaux produits. Oui, puis nous, en contrepartie, on le fait découvrir à d'autres clients. On devient des ambassadeurs de des produits aussi. Ils nous demandent aussi de faire venir des produits pour eux qu'ils ont vus à d'autres endroits. Puis comment ça se traduit concrètement en magasin, ce lien de proximité-là avec la clientèle? Bien, on a l'espace VG qu'on a développé dans les dernières années, un espace consacré à des produits véganes. Chez Rachel Berry, chaque magasin a son espace VG. Les clients en redemandent de plus en plus. Du tofu, du tempeh, les burgers, les simili-viandes, c'est des viandes froides, des fromages. Puis il y a beaucoup d'entreprises québécoises, là. Oui. Les clients de Rachel Berry sont très conscients de l'impact environnemental de l'alimentation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré en magasin? Bien, on a enlevé les sacs de plastique. En ce moment, on a les sacs réutilisables qui peuvent ramener leurs sacs et remplissent eux-mêmes. Là, j'ai remarqué ce beau meuble où on peut remplir nos produits, savon, détergents, avec des bouteilles qu'on va réutiliser. Oui, au lieu de jeter un contenant à chaque utilisation, les clients en demandaient. Fait qu'on a répondu à l'appel, puis c'est des produits du Québec, qui est biodégradable, le savon. Les gens peuvent se remplir. Pour réduire le plastique, vous avez installé ce magnifique brumisateur pour protéger les légumes, dans le fond. La brume, elle sort entre 6 et 8 degrés. Ça garde les légumes frais, croquants, puis les gens prennent leurs sacs réutilisables au lieu de prendre des sacs de plastique. On minimise les pertes aussi comme ça. Parce que le plastique, ça protège le légume, ça permet quand même de le conserver. Là, la brume vient faire cet effet-là. Oui, puis elle fait meilleur que le plastique. Est-ce que les gens demandent plus de produits bio d'ici? Absolument. De plus en plus, les consommateurs veulent des produits locaux. Ils sont conscients de l'économie d'énergie versus le voyagement. Mais il y a la proximité des fournisseurs aussi. C'est ça. Au-delà du Québec, c'est là, on parle vraiment de localement, oui, près de nous. Ça recrée vraiment l'expérience du marchand de quartier avec qui on parle, qu'on connaît par son prénom. Le lien de proximité entre Rachel Berry et sa clientèle est précieux. Ils se font découvrir de nouveaux produits bio ici depuis plus de 35 ans. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de Rachel Berry, je vous invite à écouter le balado de la série et à lire l'article complémentaire à ce sujet. Suivez Québec Bio sur les médias sociaux pour ne rien manquer de la série Beau, bon, bio. Bien, bravo, bravo. Alors, on voit qu'à plusieurs reprises, elle a dit les clients nous le demandaient. La clientèle nous le demandait. Alors, puis là, ça m'amène à je pense que c'est la dernière diapo de la présentation, mais c'est vraiment une citation qui est super importante pour moi parce que c'est Margaret Mead, l'anthropologue, qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. » Pour moi, là, c'est comme une citation qui change tout puis qui résume vraiment bien ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, de dire comme, ben des fois, oui, les consommateurs, on se sent un peu impuissants parce qu'on se dit, mais il y a tellement de choses à faire, puis c'est tellement, ça devient complexe et tout ça, mais ensemble, ça fait qu'au final, bien, ça fait changer les choses, puis ça fait qu'on enlève le plastique,
ça fait qu'on trouve des solutions parce qu'on ne peut pas se dire toujours, OK, bien, le plastique, oui, ça protège. OK, parfait, mais soyons novateurs puis trouvons des solutions de rechange. Comme bon, dans la vidéo, on voyait le brumisateur, mais le truc des savons, là, ça a l'air niaiseux, là, mais ça, c'est une autre affaire que je trouve compliquée. Là, moi, là. J'apporte mes contenants, mais en ce moment, j'ai toujours comme une pompe. Là, je finis toujours avec du savon partout sur les mains. Là, c'est comme compliqué pour moi, sauf que quand j'ai vu les petites champlures, là, les robinets avec une petite tablette que je peux poser ma bouteille puis remplir mon savon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, enfin, quelque chose de simple que là, on ne peut pas se dire, c'est compliqué, j'y pense pas. C'est simple. Fait que ça, c'est tous des petits gestes. Puis encore une fois, ça revient à la chaîne alimentaire au complet. Oui, comme consommateur, je peux bien faire des efforts, mais à un moment donné, collectivement, il va falloir que ça soit plus simple quand on va à l'épicerie, ça soit plus simple dans les champs, ça soit plus simple dans toutes les étapes, dans tous les échelons de la chaîne alimentaire. Il faut que ça s'améliore. Et là, je trouve que ça s'améliore quand même. Puis peut-être qu'on est entre nous puis on se parle de nos gestes qui fonctionnent, puis qu'à l'extérieur de notre petit groupe, ça va pas très bien, mais moi, ça me réconforte de voir ça puis d'avoir des discussions comme on a aujourd'hui puis de dire, bien, il me semble qu'on se donne des bons trucs, tu sais, puis il me semble qu'on avance, puis il me semble qu'on s'en va dans la bonne direction ensemble. En tant que citoyen, on est bien engagés. Et puis les jeunes aussi, les jeunes à l'école, ils apprennent des choses, ils les ramènent dans leur foyer. Oui, bien oui, alors, il y a tout, c'est ça, c'est comme un échange, puis on va souhaiter que ça va aller qu'en s'améliorant. Il y avait quelqu'un ici, juste une dernière question peut-être avant de nous quitter, parce qu'elle voudrait savoir quoi moins consommer parce qu'elle a des douleurs chroniques. Alors, c'est certain que la viande rouge, il faut moins en consommer. C'est difficile quand même parce que pour moi de répondre à ça parce que c'est sûr que... On ne connaît pas la nature. Bien, c'est ça. Je vais pas faire une consultation comme ça sur le vif, là, mais... Non, alors, voilà. Et puis, c'est sûr... Il y avait des questions aussi, je pense, qui avaient été posées avant la conférence. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est ça. Il y en avait une aussi qui disait, bon, OK, c'est beau manger des fromages avec du gras de coco ou de la noix de cajou, mais est-ce que c'est vraiment plus écologique qu'un fromage produit à côté de chez moi? Oui, ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est le genre de question, je pense, qui est tout à fait valide, là. C'est une bonne question. Puis c'est difficile d'évaluer parce que même je pense que les chiffres qu'on a par rapport à l'impact environnemental de la production de fromage, c'est quand même élevé, là, relativement parlant, comparativement à d'autres produits comme les légumineuses. Mais les données qu'on a, ce n'est pas nécessairement les données de production au Québec. Tu sais, si on a... est-ce que c'est des vaches en pâturage? Est-ce que c'est quoi le modèle? Ou c'est quoi la fabrication de fromage versus un fromage qui produit plus de façon industrielle? Puis après, c'est ça, on peut se poser la question par rapport à la provenance. C'est quoi le type de plantation de noix de coco pour faire le fromage? Ça, c'est des grandes questions qu'on peut avoir. Puis on peut se poser des questions longtemps là, parce que l'information va être pas mal plus difficile à avoir que comment comment les travailleurs agricoles ont été traités aussi. Exactement. Est-ce issu d'un commerce équitable? Est-ce biologique? Alors... Dans le fond, c'est que nous avons la chance, nous, d'avoir beaucoup de variétés. Alors, peut-être qu'à l'occasion, manger du fromage et manger des fois un fromage, mais au lieu que ce soit un fromage de lait de vache, peut-être prendre un plus petit animal. Oui, c'est ça. Un fromage de poule. ça c'est la prochaine innovation de René Frappier. Du fromage de chèvre. Mais à l'occasion, puis c'est comme si je suis chez le producteur ou je demeure près du producteur, mais un peu. Enfin. Oui, absolument. Moi, je pense. Puis ça, c'est si on mange du fromage, hein, parce que si on décide de ne pas manger de fromage, c'est pas grave. Ben voilà. Mais moi, vraiment, le fromage, j'adore ça. Hein, moi, je pourrais en manger tous les jours. Mais
c'est devenu pour moi comme un aliment presque de luxe, tu sais. Même si je pourrais en acheter plus, mais je décide d'en acheter moins, mais de vraiment acheter du fromage du Québec. Là, déjà, là, c'est sûr que j'achète du fromage du Québec de plus petite production. Puis que là, pour moi, c'est comme une célébration quand j'en mange, au lieu d'acheter du fromage tout le temps, qui vient d'une plus grosse production et que là, probablement que l'impact est plus élevé. Fait que, tu sais, je reviens à sa façon, là, tu sais, on adapte nos gestes en fonction de ce qu'on aime. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter de manger du fromage, mais en même temps, je suis consciente de l'impact. Je suis consciente de ce que ça peut représenter, au niveau écologique, mais au niveau des pratiques en général aussi. Fait que je fais mes choix par rapport à ça. Est-ce que c'est le meilleur choix du monde? Probablement pas, mais j'essaie quand même de poser un geste concret pour aller dans une autre direction que celle de la méga production puis de l'approche un petit peu plus industrielle de la production. Alors, c'est certain que c'est super passionnant. On pourrait en parler encore. Là, notre temps est écoulé. Ben oui. Mais au moins, j'espère qu'on a donné le goût aux gens qui étaient avec nous d'entreprendre et de continuer leur pratique et de les relayer à nos enfants parce que ce sont eux, éventuellement, qui vont prendre le relais. Alors, et à notre famille, on commence par la famille, ensuite les amis et ensuite, toi, tu fais un beau travail aussi à titre de nutritionniste. Alors, voilà, soyons engagés, je crois. On n'a pas le choix. C'est le jour de la Terre et on s'engage pour elle. Ben oui, puis on s'engage ensemble aussi. Il ne faut jamais oublier qu'on est ensemble là-dedans puis que collectivement, on fait avancer les choses. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça le message positif, de ne pas se sentir tout seul avec tout le poids sur nos épaules, de sauver la planète, mais de vraiment travailler ensemble. Comme je disais tantôt, en voyant le décompte, là, de ne pas trop se mettre dans cette dimension-là, que nous sommes... on va frapper un mur très bientôt, mais plutôt de dire « je vais faire ce que je peux aujourd'hui », demain encore et tout ça, puis s'encourager. Je crois que l'être humain a quand même un ressort incroyable pour ne pas... Oui, puis encore une fois, je le répète, là, mais de le faire dans la découverte. Pensez à... Le plaisir. Exactement. Je vais découvrir quelque chose où je vais ajouter quelque chose que j'aime déjà, ou si j'aime tel type de légumes, peut-être que je vais aimer tel autre type de légumes, mais y aller dans ce sens-là, ça va être pas mal plus le fun, pas mal plus intéressant à poser comme geste que de plutôt sentir comme si on avait comme des tâches à faire. T'sais. Fait que c'est vraiment penser découverte, là, puis ça devrait bien aller. Super belle proposition. Merci beaucoup, Catherine. Merci aussi à notre partenaire Rachel Berry.